4Z, Guimauve grillé et monstres marins, écrit par Julie Royer, lu par Martin Goujon. Les 4Z. Nom, Béatrice Rougeau-Paulin. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes, un établissement voué aux arts et aux sciences. Fait partie du groupe 603, rédactrice en chef du journal de l'école La Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code, Alpha BA. Particularité, douée en français, les jeux de mots n'ont pas de secret pour elle. Les 4Z. Nom, Louis-Benjamin Baudin-Provencher. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes, fait partie du groupe 601, photographe pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code, Beta Bidule. Particularité, maître du gadget, passionné par la technologie. Les 4Z. Nom, Mélie Binette. Âge, 11 ans, 3/4. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes. Fait partie du groupe 602. Journaliste culturel pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code, Gamascara. Particularité, artiste du déguisement. Les 4Z. Nom, Herbie Loiseau. Âge, 12 ans. Fonction, élève à l'École des Étoiles Savantes. Fait partie du groupe 604. Journaliste sportif pour la Gazette des Étoiles Savantes. Nom de code, Delta Derby. Particularité, c'est le cascadeur de l'agence. Ensemble, ils forment les Alphas Justiciers. Leur raison d'être, A. À l'affût de l'action, B. Barrer la route aux malfaiteurs, C. Caméléon protecteur du citoyen, D. Défier les dangers, découvrir et dévoiler la vérité. Pour Mélanie Richer, en souvenir du Cobra. Chapitre 1. Embarquement pour l'aventure. Lundi, 7h32. Installée au quartier général des 4Z, une table de pique-nique située au fond de la cour de l'École des Étoiles Savantes, Béatrice envoie un texto à ses amis. Cling, dring, zzz. Alpha Béa. Salut les alphas. Prêts pour l'aventure? Bloup, cling, dring, Bêta Bidule. Le temps de mettre la touche finale à un gadget et je vous rejoins. Bloup, dring, zzz, Gamascara. Je pars de chez moi dès que je réussis à boucler ma valise. Bloup, cling, zzz, Delta Derby. On part pour 5 jours, Mélie. Tu n'as pas besoin de tous tes bijoux. Émoticône, rire aux larmes. Bloom, dring, zzz, Gamascara. Émoticône, furieux. Cling, dring, zzz, Alpha Béa. Herbie, quand tu auras fini de rire, pourras-tu te présenter au repère? J'aimerais qu'on discute du journal avant notre départ. Bloop, cling, zzz, Delta Derby. Je sors de chez moi. Je... ASDFGA. Bloop, cling, dring, Bêta Bidule. Herbie. Cling, dring, zzz, Alpha Béa. Qu'est-ce qui se passe, Herbie? Bloop, cling, zzz, Delta Derby. En vous écrivant, j'ai trébuché sur un joint de mon frère, je suis tombé et je me suis éraflé le genou. Bloop, dring, zzz, Gamascara. C'est ce qui arrive quand on texte en marchant. As-tu des pansements dans tes bagages? Moi, oui. Émoticône, souriant. Quelques minutes plus tard, Herbie, Louis-Benjamin et Mélie surgissent au repère chargés de bagages. Mélie surtout. Cette dernière porte par ailleurs une paire de lunettes fumées qui lui donnent l'allure d'une star. Béatrice la complimente sur cet accessoire qui ne passera pas inaperçu durant le voyage. Mélie lui répond « Elles font partie de la collection estivale de cosmétiques et d'accessoires d'Irma Hatta.
Elles étaient offertes à l'achat d'une crème solaire Écran Suprême. En plus de donner un look mystérieux, ces lunettes permettent de voir ce qui se passe derrière soi grâce à des miroirs dissimulés dans les coins extérieurs des verres. Par exemple, en ce moment, je vois Herbie qui fait le singe derrière mon dos. Mélie se retourne brusquement, surprenant le garçon en train de lui faire un pied de nez. Herbie prend alors un air penaud, ce qui fait rire Béatrice et Louis-Benjamin. « Mais ce n'est pas tout, dit Mélie. Regardez. » La jeune fille porte un énorme rubis à l'annulaire droit. Avec l'ongle de son index gauche, elle soulève le dessus de la pierre. Ses amis et complices, agents secrets, découvrent alors une rondelle remplie d'une matière scintillante. « C'est le brillant à lèvres baiser de secours, explique Mélie. Il protège les lèvres des rayons UV, du poison et du venin. En plus, il brille dans le noir. Enfin, quand le compartiment du gloss est vide, on peut utiliser la bague pour y cacher des objets minuscules. Bref, cet accessoire est parfait pour les espionnes à la mode. »« Ouais, ricane Herbie, mais pour une bague d'agente secrète, elle n'est pas très discrète. » La jeune fille referme le couvercle avec un soupir d'impatience. « Ne ris pas. Un jour, tu pourrais avoir à utiliser ce gloss. D'ailleurs, si jamais tu en as besoin, à l'achat de la bague, on nous offrait un tube de baiser de secours en prime. » Herbie fronce le nez, dégoûté. « Plutôt mourir. » Mélie écarquille les yeux. « Fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais attirer le mauvais sort. » Elle touche aussitôt son porte-bonheur, un pendentif ovale orné du portrait de son idole qu'elle porte au bout d'une longue chaîne argentée. Ce bijou était offert à l'achat d'une ombre à paupières Été d'enfer. Béatrice interrompt ses amis en les invitant à s'asseoir. Elle tire ensuite un crayon de sa queue de cheval et sort un calepin neuf de la poche de son chemisier. « J'aimerais discuter du numéro du journal qui portera sur notre voyage au camp du lac Puy-Cuit. Qui veut commencer? » En prenant place sur le banc, Herbie grimace à cause de ses genoux éraflés. « Moi, dit-il. Je vais parler des activités qu'on fera là-bas, canot, natation, hébertisme. J'ai aussi emprunté quelques livres à la bibliothèque qui ont pour sujet le sport et la nature. J'aimerais les présenter aux lecteurs. » C'est ensuite au tour de Louis-Benjamin. « Dans ma classe, on a travaillé sur des inventions en vue de ce voyage. On va les tester et j'exposerai les résultats de nos recherches aux lecteurs. Je présenterai aussi le Bêta-Scaphandre, une combinaison que j'ai créée et qui devrait permettre à Bêta-Robot d'aller sous l'eau. » « Beau travail, » le félicite Béatrice. « Et toi, Mélie? » La jeune fille jette un œil à ses ongles vernis de vert. « Je voulais présenter les nouvelles chansons d'Irma Ata. »« Bien sûr, » répond Béatrice avec un sourire. Selon elle, Irma Ata ne doit pas avoir de plus grande admiratrice que Mélie. La rédactrice en chef referme son calepin et remet son crayon en place. « Pour ma part, je raconterai notre séjour au camp du lac Puy-Cuit. Savez-vous qu'une légende circule à son sujet, selon laquelle le lac serait habité par un monstre marin? En fouillant sur Internet, j'ai trouvé un vieil article à ce sujet. » Herbie hausse un sourcil. « Hein? Il y avait justement une émission sur les créatures marines fantastiques l'autre jour à Chasseurs d'insolites. Il parlait d'une espèce de serpent disparu aujourd'hui et qui aurait déjà vécu aux abords du lac Puy-Cuit. Si tu cherches des informations, tu pourrais visiter leur site. » Le garçon se lève pour prendre son sac à dos, dans lequel se trouve sa tablette numérique. C'est alors que Mélie s'exclame, horrifiée, « Tu saignes! » En effet, les genoux du garçon sont légèrement rougis de sang. « Ce n'est rien, » dit Herbie, dont le visage soudain blême dément les paroles. « Peut-être, mais il faut te soigner, » dit Mélie. « Tu pourrais avoir une grave infection. »« Sérieux? » demande Herbie en se rassoyant. Il a froid soudain. Mélie ouvre sa valise. Elle en sort une bouteille de désinfectant et de pansement rangée tout au fond. Ensuite, elle nettoie et panse les plaies de son ami, qui se retient de crier tant le désinfectant brûle sa peau. 1 minute plus tard, l'enseignante de Béatrice, Madame Nathalie, sort de la cour et invite les élèves de 6e année à se rassembler. « C'est l'heure du départ! » Voyant que les autobus viennent de se stationner devant l'école, Mélie s'empresse de ranger son matériel de secours dans sa valise. Elle tente ensuite de la fermer. En vain, son bagage déborde.
« Comment as-tu réussi à mettre autant d'objets dans une si petite valise? » demande Louis-Benjamin, impressionné. « A-t-elle un double fond? » Herbie se met à rire, oubliant ses genoux pendant quelques secondes. Mais Mélie ne rigole pas. Pour elle, ce voyage commence mal. Comme dans le nouveau tube d'Irma Ata, Mission fatale. Problème avec mes bagages, mauvais présage. Je le sais, je le sens, tout le dit, même le vent. Tapis dans l'ombre m'attend, un énigmatique serpent. Chapitre 2. Au lac Puy-Cuit, midi 7. Terminus, tout le monde descend, annonce M. Yves, l'enseignant d'Herbie, quand l'autobus s'arrête dans la cour du camp. Les élèves sortent du véhicule. Ils sont accueillis par des animateurs qui les invitent à aller porter leurs bagages dans les chalets qu'on leur a attribués. Celui des alphas comporte 2 lits à 2 étages sur lesquels on a acheté des couvertures de laine colorées. Dans un coin se dresse une table et 4 chaises. Au fond, à côté de la porte, donnant sur une salle d'eau, on a accroché un filet de pêche dans lequel on a posé des bateaux en papier, des plumes et de l'écorce. « C'est si beau ici, » remarque Mélie. « Et regardez, » dit-elle en se dirigeant vers la fenêtre, « notre chalet donne sur le lac. » Un coup de sifflet l'arrache à sa contemplation des lieux. L'animateur en chef du camp, au début de la vingtaine, grand, athlétique et qui se présente sous le nom de Vipère, invite les jeunes à se rendre à la cafétéria où un dîner est servi. Cette pièce fait partie du bâtiment principal où se trouvent aussi l'infirmerie et la salle des animateurs. « Manger pour prendre des forces, » dit-il à la blague. « Au lac Puy-Cuit, tout peut arriver. » De la main, il fait signe à tout le monde de le suivre. Les jeunes remarquent alors que son bras droit arbore un tatouage représentant une vipère. Un peu plus tard, alors qu'ils sont à table, Béatrice demande à une animatrice, Tamia, si elle est au courant des histoires qui circulent au sujet du monstre du lac. « Eh bien, » répond l'animatrice, qui à l'image de son surnom est toute petite, châtaine et joufflue. « On raconte que le lac serait habité par un énorme serpent. Mais personne ne l'a jamais vu. Si ça vous intéresse, vous serez ravis d'apprendre qu'on a découvert des choses à ce sujet ce matin même sur un site archéologique à 2 pas d'ici. » Ces informations piquent la curiosité des agents secrets, toujours à l'affût d'une enquête. « Un site archéologique ?» répète Louis-Benjamin. L'animatrice fait une boule avec sa serviette de table. « Oui, » répond-elle. Un jeune qui jouait dans un carré de sable sur la piste d'hébertisme a trouvé un os sculpté. Il l'a remis à Vipère qui a contacté les autorités de la ville. Quelques jours plus tard, des archéologues ont débarqué. Ils ont monté un camp et délimité un périmètre. Depuis, ils passent le sable au peigne fin dans les environs du camp. Les 4 amis écoutent attentivement l'animatrice. « Qu'ont-ils trouvé ?» demande Mélie. Tamia laisse tomber la boule de papier dans son cabaret. Jusqu'à maintenant, ils ont déterré des pointes de flèches, des morceaux de vaisselle et une médaille sur laquelle on a peint Puy-Cuit, un dieu mi-homme mi-serpent, adoré par les Vijangors. Ce peuple se serait établi dans la région il y a des dizaines de milliers d'années. Avant d'entamer une énorme barne à Maïmo, Herbie demande « Qu'est-ce qu'on connaît des Vijangors ?» Tamia répond « Eh bien, c'était un peuple de chasseurs, de pêcheurs et de cueilleurs. C'était aussi de grands artistes. Tous les artefacts qu'on a trouvés... » « Des artés quoi ?» demande Mélie. Béatrice sourit. Un artefact, explique la cruciverbiste, est un objet créé par l'homme et qui témoigne de son passage à un endroit donné à une certaine époque. Par exemple, une pointe de flèche est un artefact, tout comme un morceau de poterie. Les vieux débris, c'est bien beau, l'interrompt Herbie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le serpent du lac. Pourquoi est-ce qu'il est représenté sur les objets des Vijangors? L'animatrice prend son cabaret et se lève. Parce qu'à l'origine, ce peuple vivait près du lac Puy-Cuit, dont le nom signifie « lac de l'homme-serpent ». « Cool !» s'exclame le garçon, soudainement excité. Imitant Tamia, Vipère se lève et tape dans ses mains pour attirer l'attention des campeurs. « OK, les jeunes, l'aventure commence maintenant !» Les 4 Z quittent leur table et rejoignent leurs groupes respectifs après s'être promis de se réunir à la première occasion.
Intriguée par ce que l'animatrice vient de leur raconter, Mélie rejoint son enseignante, Madame Manon, avec une chanson d'Irma Ata à l'esprit. Elle a un étrange pressentiment. La poésie de la chanteuse espionne la touche tellement, comme si leur destin s'entrecroisait. Aussi, la jeune fille pense que, pendant leur classe verte, le monstre du lac pourrait se manifester. Vipère n'a-t-il pas dit qu'au lac Puy-Cuit, tout pouvait arriver? Ô grand serpent, tu dormais depuis 1000 ans, quand soudain tu ouvres un œil, alors que je suis sur le seuil de ton antre. Chapitre 3. Mystère. 13h33. 602. Les archéologues ont accepté de nous laisser voir leur découverte, explique Madame Manon aux anges, alors que tout le groupe est rassemblé près du site où les artefacts ont été trouvés. Je veux que vous respectiez les consignes de Tamia. Les regards se tournent vers l'animatrice. Elle pointe du doigt une tente blanche sous laquelle se dressent des tables. Un archéologue est en train d'y déposer des objets. On va entrer à la queue leu-leu, dit-elle. Les artefacts sont posés sur des tables. Il est interdit d'y toucher pour éviter de les abîmer. Compris? Allons-y. Wow! On se croirait dans un film d'aventure, songe Mélie en entrant sous le chapiteau, fascinée par l'ambiance qui y règne. La jeune fille lit les petits cartons identifiant les objets. Morceaux de poterie, pointes de flèches, hameçons, amulettes. Amatrice de bijoux, Mélie est attirée par cette dernière pièce, une médaille ronde représentant un serpent aux yeux exorbités avec un torse humain. De sa bouche pourvue de crocs sort une longue langue pointue. « Quelle horrible créature !» songe-t-elle en frissonnant. Du coup, elle pense à une légende qu'elle a déjà lue au sujet d'un dragon qui, dans des temps anciens, exigeait qu'on lui offre des enfants à manger, en échange de quoi il s'abstenait d'incendier les villes environnantes d'un seul souffle soufré. Au fait, se dit Mélie, les yeux rivés sur le monstre de la médaille, de quoi se nourrit un être comme lui? 601. Le lac Puy-Cuit, explique Vipère, a une forme sinueuse, comme un serpent. Le camp se trouve près du centre ou, si vous préférez, à la hauteur de son ventre. Madame Lise, l'enseignante de Louis Benjamin, et Monsieur Marc, l'enseignant d'éducation physique, écoutent l'animateur en hochant la tête. On trouve toutes sortes de poissons dans ce lac, poursuit Vipère, dont le brochet, qui se nourrit d'insectes, de poissons, de batraciens et d'oiseaux. Avez-vous déjà vu la gueule d'un brochet? Elle est pourvue de plusieurs centaines de dents. Quand une proie y tombe, impossible pour elle d'en sortir. Louis Benjamin écoute l'animateur, heureux de ne pas être un oiseau pris entre les mâchoires de ce poisson. « Au fait, interroge un élève, est-ce qu'un brochet peut manger des êtres vivants? » Vipère réfléchit un moment avant de répondre. « C'est déjà arrivé à un enfant, mais une seule fois, il y a longtemps. » Un cri de stupeur retentit dans le groupe. « Mais non, c'est... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.